Bonjour à tous. Le cours ce soir s'intitule Les topiques. Les topiques, c'est une invention typiquement freudienne qui s'est faite en deux étapes. La première en 1900, la deuxième 20 ans plus tard. D'où leur nom, première topique, deuxième topique. La première topique était plutôt statique, c'est-à-dire qu'elle définissait des périmètres géographiques dans le psychisme sans préjuger de ce qui pouvait se passer à l'intérieur de ces différentes zones. Donc, première topique, le conscient, le préconscient, l'inconscient. C'est le point de départ de toute la réflexion freudienne. L'observation initiale, c'est finalement la présence de deux centres cérébraux ou psychiques différents, l'un soumis à la volonté, l'autre pas du tout accessible à la volonté. Le constat, il est simple, au travers du rêve, par exemple, ou du lapsus. Freud a fait le constat suivant. Il y a certaines de nos productions psychiques, certains de nos passages à l'acte, certaines de nos manifestations psychiques, qui ne sont pas contrôlables. Donc, premier point, deux zones psychiques, une zone contrôlable, une zone incontrôlable. Le conscient, l'inconscient. Ensuite est venu se greffer le préconscient pour compléter cette première topique. Mais tout ça n'a pas suffi au cours de l'évolution de la pensée freudienne pour expliquer certains phénomènes. Donc Freud en est arrivé à la deuxième topique qui, elle, est beaucoup plus dynamique que la première et qui rend compte des phénomènes psychiques qui se passent, ce qui n'était pas le cas lors de la première topique. Donc la deuxième topique, le ça, le moi, le surmoi. Là, on est vraiment au cœur de la psychanalyse. C'est sans doute le concept par excellence fondamental de la psychanalyse. Concernant la première topique, le conscient, le préconscient, l'inconscient, ce qu'il faut également retenir, c'est que entre ces différentes instances, il y a des zones de censure, des barrières qui font que la communication, le passage entre ces instances n'est pas forcément faisable dans tous les sens. Exemple, le sens classique va du conscient vers l'inconscient, donc ça se fait très facilement, c'est même vital. Par contre, l'inverse, c'est très compliqué en général, et ça ne peut se faire finalement que dans le cadre d'une thérapie analytique. Donc le principe justement en est de faire revenir des éléments de l'inconscient vers le conscient, puisque c'est ces éléments-là très éloignés du conscient qui ont été oubliés depuis un certain temps dans l'existence du sujet. Ce sont ces éléments-là qui posent problème en termes d'angoisse, de mal-être, de comportement déviant, pourquoi pas, etc., etc. Donc, voilà, le but de la thérapie est de faire revenir ces éléments de l'inconscient vers le conscient. Cette topique définit aussi deux choses importantes, ou même trois finalement, le principe de réalité, le principe de plaisir et la limite entre les deux.
Le principe de plaisir qui est en place, d'ailleurs chronologiquement en premier, au cours de l'existence, est assez proche finalement des pulsions et de l'inconscient. Le principe de réalité, lui, il est conscient. La limite entre les deux est certainement très proche de la limite entre l'inconscient et le conscient, même si ça ne se superpose pas tout à fait. Lorsque l'enfant arrive au monde, il y a un seul principe, c'est le principe de plaisir. Et petit à petit, sa maturation, aidée par l'éducation, etc., va faire émerger le principe de réalité, avec, dans un premier temps, l'obligation de s'y conformer sans réellement en percevoir la portée, et dans un second temps, a priori vers la fin de l'adolescence, quand tout se passe bien, donc toujours cette acceptation du principe de réalité, mais cette fois en percevant son utilité dans la vie en groupe et encore plus largement toute la vie sociale. On peut également citer, parmi les censures qu'on a évoquées, une qui est particulièrement importante, c'est celle qui est tout à fait aux avant-postes, c'est-à-dire entre le psychisme et l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le par-excitation, qui n'existe pas au départ d'ailleurs, comme tout le reste, à part l'invention, qui se met en place petit à petit avec le vécu, qui est susceptible d'évoluer, avec le vécu également, et qui permet à chaque individu de soustraire de son environnement à chaque instant les éléments qui sont trop douloureux pour lui, irrecevables, etc., etc. Donc on a chacun notre par-excitation qui fait que finalement on ne voit qu'une partie de ce qu'il y a devant nos yeux, une partie qui est acceptable. Et on n'a pas tous la même. Concernant la deuxième topique, malheureusement, elle n'est pas tout à fait superposable avec la première. Dans la première, on a parlé d'inconscient. Dans la deuxième, on parle du ça. Le ça, c'est ce qu'on appelle le réservoir des pulsions. Donc le ça tout entier est dans l'inconscient, mais l'inverse n'est pas vrai. L'inconscient n'est pas fait que du ça. Il est fait également de choses refoulées, et il est fait également de choses apprises. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inconscient cognitif. Il y a des choses qui ont été apprises il y a un certain temps dans l'existence de chaque sujet, qu'il répète mécaniquement, sans y réfléchir. Il en a complètement oublié l'apprentissage. C'est acquis, il n'y a plus besoin de réfléchir. Ça peut se permettre de se passer de la réflexion. Donc ça reste dans l'inconscient. Seul le passage à l'acte qui lui correspond, lui, est conscient. Ensuite, le surmoi et le moi. Là aussi, les deux sont en grande partie dans le conscient, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'une partie du surmoi est dans l'inconscient, une partie du moi est dans l'inconscient également. Ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire que le moi est l'ensemble vraiment très large de nos passages à l'acte. Acte,
penser, etc. etc. Une partie de ce que l'on fait chaque jour échappe à notre conscient. Exemple, pourquoi aujourd'hui on va s'habiller de telle manière, différente d'hier, encore différente de demain, etc. etc. C'est pas conscient. Et pour autant, ça ne se fait pas au hasard. Donc voilà un passage à l'acte déterminé le matin, s'habiller en l'occurrence, qui échappe au conscient. Voilà. Donc seul le passage à l'acte est conscient, on est bien conscient qu'on s'habille. Pour autant, les déterminants qui ont précédé ce passage à l'acte, eux, sont inconscients. Idem pour le surmoi. Le surmoi, c'est finalement un ensemble de règles culturelles, sociales, que chaque enfant doit acquérir pour finalement les adopter, les comprendre, etc. C'est directement lié à la culture. Ça veut dire que c'est variable dans une certaine mesure d'une culture à une autre. Ben là aussi, il y a une bonne partie des règles qui sont conscientes. Il y en a une autre qui sont demeurées inconscientes, qui ont été acquises, qui n'ont pas été verbalisées par la mère ou le père, qui ont été acquises par cet environnement familial dans lequel l'enfant s'est trouvé plongé. Il les a adoptées parce qu'il a senti que dans cette culture-là, on vivait comme ça et que c'était pas possible autrement. Donc il a adopté ça, dans un premier temps sans comprendre, dans un deuxième temps en comprenant l'utilité de ces règles. Mais pour autant, certaines ont été oubliées. Donc voilà, tout ça pour étayer le fait que première et seconde topiques, malheureusement pour la compréhension, ne sont pas totalement superposables. On a parlé de l'effet thérapeutique sur la première topique, à savoir la possibilité de ramener des choses de l'inconscient vers le conscient. On peut faire de même pour la seconde topique et dire que le but de la thérapie consiste certainement à alléger un peu le surmoi qui parfois est trop fort, qui peut être dictatorial et qui lui aussi, dans ces cas-là, peut générer de l'angoisse, du mal-être, etc. Donc, le but de la thérapie, c'est d'affaiblir un petit peu le poids de ce surmoi pour laisser un peu plus s'exprimer le ça, qui finalement est le fondement de la personnalité de chacun. Le reste, tout le reste, à part le ça, tout le reste est acquis au cours de l'éducation. L'éducation est imposée par les autres. Ça n'est pas une partie de l'individu. Ça en devient une quelque part. Ça devient la personnalité de l'adulte. Après, c'est indissociable. Mais pour autant, le fondement réel de chaque individu, c'est le ça. Donc, la thérapie permet de faire accepter un petit peu plus de ça, en allégeant un peu le surmoi, ce qui diminue finalement le nombre de conflits et qui permet au moi un peu plus de légèreté. Merci, au revoir.